Le spiritisme. Cette pratique tout autant mystique qu'effrayante. Celle qui amène les médiums à pouvoir communiquer avec les défunts, mais restant sans doute l'activité la plus flippante chez les jeunes. Et ils sont d'ailleurs assez nombreux à prendre le sujet à la légère, histoire de meubler une longue soirée ou tout simplement pour épater leurs copains. Alors, on prend ce qu'on a sous la main. Planche Ouija, véritable, faite en carton ou encore avec un bout de nappe en papier de l'anniversaire d'Aurélie. Une goutte en bois ou encore un simple verre, de préférence en cristal tout de même. Quelques bougies pour planter le décor et les voilà partis. Cependant, ne soyons pas trop médisants. Certains vous diront qu'ils pratiquent le spiritisme afin de pouvoir entrer en communication avec leurs défunts, ce qui est vraisemblablement une cause plutôt juste. Mais parfois, ils ne pensent obtenir aucun résultat. Alors, ils arrêtent la séance sans forcément le faire proprement et reprennent leurs activités classiques d'adolescents, se pensant à l'abri. Chers amis, laissez-moi vous dire qu'il n'en est rien. Et je tiens à ajouter que même s'il ne se passe rien dans l'immédiat, tôt ou tard, ça nous rattrape toujours. Et généralement, au moment où on y pense le moins. Ce n'est pas comme si je ne passais pas une grande partie de mon temps à mettre en garde les gens contre ce type de pratique. Étant médium, donc ayant tout de même des connaissances et des compétences à ce sujet, j'ai tout à fait conscience que je me mets également en danger. Alors, imaginez ce que je pense des personnes totalement néophytes. Beaucoup d'entre vous nous contactent d'ailleurs car ils ont commis l'irréparable. Il faut savoir que pratiquer le spiritisme, même pour jouer, ouvre des portes qu'il est strictement impossible de refermer. Heureusement, peu de cas de possession aggravée sont recensés de par le monde. C'est déjà une bonne chose. Mais le moindre cas qui vient s'ajouter est certes un cas de trop. Alors, amateurs de films d'épouvante en tout genre, vous êtes peut-être allés voir le dernier film en date à ce sujet, intitulé Véronica. On y retrouve une jeune fille qui tente de rentrer en contact avec un esprit à l'aide de sa bande de copines. Évidemment, ça tourne mal et la pauvre gamine se retrouve dans une situation vraiment très inconfortable. Était-elle donc au courant des risques pouvant survenir ? J'en doute. Je vous invite donc à trembler devant ce superbe film de Paco Plaza, qui avait déjà mis la barre très haute avec le film REC. Mais vous tremblerez certainement encore plus lorsque vous aurez appris que ce film est inspiré d'un véritable cas de possession, qui est survenu en Espagne en 1990. C'était d'ailleurs la première fois que la police locale prenait un cas de ce type au sérieux. L'affaire Vallecas a fait énormément de bruit, également dans la presse internationale. Je me devais de vous la raconter, tant elle est saisissante. J'espère par cet intermédiaire pouvoir dissuader bon nombre d'entre vous de tenter de vous mettre en danger. Bienvenue à Vallecas, une agglomération située au sud-est de Madrid. C'est ici que, dans les années 90, se sont déroulés des phénomènes réellement effrayants, si bien que le rapport de police concernant cette affaire fait encore énormément parler de lui. Mais il serait plus sage de commencer par le commencement, car très peu de cas de possession se produisent sans activité ésotérique préalable. Nous sommes en mars 1990, lorsqu'un grand-père mourant depuis plusieurs mois promet à sa fille que, dès le jour de sa mort, il lui rendra la vie impossible. Des paroles que la famille Gutiérrez Lazaro prend tout d'abord au second degré, mais qui vont hanter Concepción, la fille du défunt, pendant fort longtemps.
La semaine suivante, malgré les menaces que son grand-père avait fait à sa mère, Estefania, une jeune fille âgée d'à peine 18 ans, décide de faire une séance de spiritisme entourée de ses copines. Elles s'installent donc dans la cour de récréation de leur lycée et veulent tenter de rentrer en contact avec l'esprit du petit copain de l'une d'entre elles qui s'est tué en moto quelque temps auparavant. Confortablement installées en cercle et se focalisant totalement sur leur planche Ouija qui était fabriquée à partir de carton sur lequel elles avaient collé des lettres en papier, elles commencent donc leur séance. Un simple verre faisait office de goutte et elles avaient posé leur index en son centre. Elles furent rapidement interrompues par un professeur qui s'inquiétait de leurs étranges manigances. Il les fit cesser immédiatement leur séance en prenant soin de leur confisquer leurs planches ainsi que le verre. Il leur ordonna de retourner immédiatement en classe, mais les jeunes filles ne cessèrent de le supplier de leur restituer leur matériel. Il n'en fut rien, puisqu'il décida subitement de déchirer la planche en deux et de jeter le verre le plus loin possible. En retombant sur le sol goudronné de la cour, le verre explosa en une multitude de minuscules éclats et une mince colonne de fumée noire s'en échappa. Elle flotta un moment dans les airs avant de s'introduire dans les narines d'Estefania. Cette dernière participait régulièrement à des séances de Ouija. Mais jamais elle n'avait été confrontée à un tel phénomène. Ses amis, qui avaient assisté à la scène, se mirent alors à pousser des hurlements épouvantés et stupéfaits. Le professeur resta figé quelques instants, sans savoir quoi faire. Lorsque les filles eurent retrouvé leurs esprits, elles retournèrent en cours. Une semaine s'écoule, pendant laquelle Estefania est prise de tremblements et commence à faire des cauchemars. Peu de temps après, elle se plaignit même à ses parents que de grandes silhouettes sombres et faméliques venaient la visiter à la nuit tombée. Le soir, lorsqu'elle éteignait la lumière de sa chambre, elle les voyait qui l'observaient, et parfois les ombres l'entouraient en se tenant par la main, murmurant son prénom et l'invitant à les suivre. La jeune fille était persuadée que ces longues silhouettes efflanquées venaient pour l'emmener au royaume des ombres. Elle en avait tellement peur qu'elle ne finissait par plus arriver à dormir. S'ensuivit de nombreuses crises où elle perdait complètement le contrôle d'elle-même et où elle se montrait si agressive que personne ne la reconnaissait. Parfois, une force surhumaine semblait entrer en elle. Cela lui provoquait des rages folles où elle déchaînait sa fureur contre ses propres frères et sœurs. En d'autres occasions, elle se mettait à parler avec la voix grave et rauque d'un homme, et elle proférait les pires des insultes. Un jour, Estefania se mit à convulser violemment. Ses yeux s'étaient retournés et une sorte d'écume lui sortait des lèvres. S'inquiétant de la voir perdre conscience ainsi, ses parents appelèrent immédiatement leur médecin de famille qui leur conseilla de la faire interner en asile psychiatrique. Au cours des mois suivants, comme personne ne parvenait à trouver de raison à ces troubles, Estefania fut envoyée dans différents établissements afin d'y être examinée, passant de l'un à l'autre en vain. Le 14 août 1991, alors qu'elle se trouvait à l'hôpital Gregorio Marañón, elle sombra dans un profond coma et mourut brusquement alors que rien ne le laissait à prévoir. Les deux médecins qui examinèrent son corps, les docteurs Pedro Cabeza et Gregorio Arroyo, affirmèrent que sa mort avait été soudaine et suspecte. Aussi, une autopsie fut-elle réalisée. Ses viscères furent même envoyés à l'Instituto Anatomico Forense pour y être analysés sans qu'aucune cause ne puisse être trouvée quant à son décès. Alors, en l'absence de tout élément, le docteur Cabeza écrivit dans son rapport que la mort d'Estefania était due à un arrêt cardiaque. Cependant,
Les parents de la jeune fille, peu satisfaits des conclusions tirées, remirent en question la rigueur de l'autopsie en saisissant les médias. Malheureusement, ce qui hantait Estefania ne disparut pas avec elle. Quelque chose de sombre était resté dans la maison et se mit à tourmenter ses proches. La première nuit, la voix aiguë d'une femme qui pleurait et criait « Maman, maman !» réveillait les Guiterez qui se précipitèrent dans la salle de bain, d'où elle semblait provenir, sans y trouver personne. Peu de temps après, ils entendirent du bruit dans la chambre d'Estefania, qui était restée inoccupée depuis son départ. Et, en ouvrant rapidement la porte, ils découvrirent que toutes ses affaires avaient été mises sans dessus-dessous jusqu'aux draps et couvertures de son lit. La nuit suivante, des coups résonnèrent dans le couloir, qui se rapprochèrent peu à peu de la chambre à coucher parentale, puis un rire retentit devant la porte. Ce dernier ressemblait à celui d'un vieil homme, et il glaça le sang de toutes les personnes présentes. Alors, brusquement, toute la maison sembla prendre vie. Des voix s'élevaient de la salle de bain, où la température descendait parfois inexplicablement. Les portes des chambres et celles des armoires s'ouvraient et se refermaient violemment. Les appareils électriques s'allumaient et s'éteignaient tout seuls, et parfois de petits objets volaient au travers des pièces. Une nuit, alors qu'elle était couchée dans son lit, Madame Guiterez sentit une pression sur son corps et, pensant que quelqu'un se trouvait avec eux dans la pièce, alerta son mari. Mais à peine avait-elle terminé sa phrase que 2 mains lui attrapèrent les pieds et qu'une 3e se glissa dans la sienne. Au début, elle songea que sa pauvre fille était peut-être venue simplement la réconforter. Puis elle prit brusquement conscience de l'étrangeté de la chose et l'horreur la submergea. Un jour d'automne, alors que toute la famille était rassemblée dans le salon, la porte de la pièce s'ouvrit brutalement et des coups commencèrent à résonner dans les murs. Ils ressemblaient au martèlement furieux de poings invisibles. Terrifiés, les Guiterez refermèrent la porte, puis ils s'empressèrent de la bloquer avec un gros canapé sur lequel ils posèrent un lourd objet de marbre pour plus de sûreté. Lorsqu'ils pensèrent que tout était fini, quelque chose de semblable à un ouragan émergea du long couloir étroit, tourna la poignée de la porte et pénétra dans le salon, poussant les meubles contre le mur du fond, en faisant tomber tous les bibelots des étagères sur son passage. Parmi ces derniers se trouvait un objet qui avait une plus grande valeur affective que les autres, une photographie d'Estefania qui souriait à l'objectif. Elle avait été prise quelques mois avant sa mort. En la voyant à terre, sa mère se précipita pour la ramasser, mais lorsqu'elle voulut la retourner, un cri lui échappa et elle la laissa brutalement retomber sur le sol. Intrigué par la réaction de sa femme, Maximo se pencha pour l'attraper lorsqu'il constata avec effroi que le portrait se consumait, dévorant le visage de sa fille. D'une étrange manière, le phénomène s'arrêta soudainement après avoir effacé la moitié du visage d'Estefania de l'image, en épargnant le cadre et le reste de la photo. Des silhouettes sombres commencèrent alors à apparaître. Elles rôdaient dans le couloir, dans les chambres, et se fondaient dans les murs. Les époux Guiterez en furent si effrayés qu'ils firent installer des alarmes dans toutes les pièces de l'appartement. Cependant, même si parfois elles détectaient bien quelques mouvements, jamais ils ne purent voir qui que ce soit. Un soir de l'été 92, alors que Maximo jouait avec Maximilian, le plus jeune enfant de la famille, il le vit se faire projeter au travers de la chambre. Début novembre de cette même année, alors que Maximilian se rendait à la cuisine pour y chercher un goûter, il entendit quelque chose siffler dans les airs.
Se baissant vivement, il vit une pointe de bois passer près de lui. Cette dernière alla se planter dans un des saucissons qui étaient suspendus au plafond. Il s'en était fallu de peu. Le 24 novembre, 2 de ses sœurs, qui partageaient des lits superposés d'une même chambre, vécurent une expérience vraiment effrayante. Elles ont entendu comme un bruit de sifflet qui semblait provenir du couloir. C'était devenu le genre de bruit qu'elles entendaient souvent la nuit, mais cela restait toujours aussi terrifiant. Soudain, un gros bruit s'est fait entendre au niveau de la porte de la chambre. Les fillettes restèrent pétrifiées sur leurs lits respectifs. La lumière des réverbères passait au travers des volets et faisait régner une ambiance lugubre dans la pièce. En regardant au sol, les fillettes ont aperçu une sorte d'ombre très épaisse, ayant visiblement la silhouette d'un homme qui semblait ramper. Sa tête était toute noire et il n'avait ni yeux ni bouche. Il avançait, la poitrine collée au sol, glissant à travers la chambre. Croyant qu'elles allaient mourir, les fillettes se mirent à hurler. Et soudainement, leurs poupées se mirent à voltiger dans tous les sens, en étant projetées violemment dans tous les coins de la pièce. Alertés par le bruit, les parents se précipitèrent dans la pièce. Lorsqu'ils ouvrirent la porte, ils retrouvèrent leur fille en état de choc complet et la chambre similaire à un véritable champ de bataille. Le 27 novembre, à 2h40 du matin, le poste de police de Vallecas reçoit un étrange appel. Au bout de la ligne, c'est Maximo, le chef de famille, qui déclare la voix toute tremblante que sa maison est hantée. L'inspecteur José Negri, qui était de garde cette nuit-là, ne crut pas un mot de son histoire. Ce n'est que lorsque Maximo passa le combiné à sa femme et à leurs enfants, complètement paniqués, que l'officier rassembla rapidement quelques hommes et qu'ils se mirent aussitôt en route. En se garant devant l'immeuble situé au numéro 8 de la Calle Luis Marín, les policiers remarquèrent avec étonnement que malgré la froideur de cette nuit d'automne, toute la famille les attendait sur le trottoir, visiblement très terrifiés. Monsieur et Madame Guiterrez les conduisirent jusqu'à leur appartement, qui était des plus calmes. Puis ils leur proposèrent de s'asseoir autour d'une grande table de la salle à manger, et ils commencèrent à raconter leur histoire. Alors que l'inspecteur Negri et ses hommes les écoutaient poliment, en restant silencieux et perplexes, l'une des portes de la grande armoire s'ouvrit si violemment qu'elle fit des va-et-vient pendant plusieurs secondes. Soupçonnant tout d'abord un quelconque stratagème, les policiers examinèrent soigneusement le meuble, sans trouver d'explication au phénomène. Ils n'étaient toujours pas remis de leur surprise qu'une forte détonation retentissait sur la terrasse. Ils coururent inspecter les lieux, mais en vain. Les policiers, dont le scepticisme commençait à quelque peu vaciller, discutaient des incidents lorsqu'une substance marronâtre commença à apparaître sur le napperon du petit guéridon qui supportait le téléphone. Alors, comme personne ne semblait pouvoir en déterminer l'origine ou la nature, certains émirent l'hypothèse qu'elles étaient peut-être de l'ectoplasme. Negri, qui reconnaissait maintenant l'étrangeté des faits, demanda à visiter toutes les pièces de la maison. Et c'est en arrivant devant la chambre d'Estefania qu'il découvrit que le crucifix accroché au mur avait été retourné. Plus terrifiant encore, le Christ qui lui était attaché avait été arraché. L'un des enfants apparut alors et lui expliqua avoir ramassé le Christ qui gisait sur le sol et l'avoir accroché à un clou de la porte de chambre à côté d'un poster. Malheureusement, il était aussitôt retombé sur le plancher et,
telle une silencieuse menace, 3 griffures seraient apparues sur l'affiche. Quand Negri pénétra dans la salle de bain, qui était au centre de nombreux phénomènes, et que la famille n'utilisait plus que comme une salle de stockage, il sentit ses cheveux se hérisser sur sa tête et un froid glacial le gela jusqu'aux os. Un froid comme jamais il n'en avait ressenti auparavant, déclara-t-il. La conclusion du rapport de police se résuma donc par ceci. Il y a un certain nombre de phénomènes en tout point inexplicables. Voilà qui reste plutôt léger et évasif. Quoi qu'il en soit, les Guittrez finirent par vendre leur appartement et à déménager. Aucun phénomène ne fut jamais reporté par leurs successeurs. Mais, en 2006, un épisode de la série télévisée Quarto Millennio fut tourné à leur ancien domicile. Il s'agit là d'une émission d'investigation concernant les affaires criminelles et paranormales. À cette occasion, la production est même parvenue à enregistrer des voix qui chuchotaient furtivement « Je ne peux pas » ou encore « Laisse-la, elle est folle » ou encore ces mots pleins de promesses. Attention, on n'a pas commencé. Alors, hasard ou coïncidence ? Pensez-vous que tous ces phénomènes soient liés à la séance de spiritisme d'Estefania ? Est-ce que son grand-père a réellement jeté une malédiction sur toute la famille afin de leur pourrir la vie comme il l'avait promis ? Pourquoi l'Église ne s'est jamais prononcée concernant cette affaire ou encore pourquoi n'est-elle jamais intervenue ? De nombreuses questions qui restent encore sans réponse, plus de 20 ans après. Malheureusement, on ne saura jamais réellement ce qui s'est passé et surtout pourquoi. Mais les faits sont bien là. Estefania est morte. Ils ne l'ont cru que bien trop tard, lorsque la possession a atteint le point de non-retour. J'espère que ce reportage vous aura plu et je vous invite à nous laisser vos impressions dans les commentaires. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.